Bienvenue dans Une semaine dans le monde sur France 24. Je suis en compagnie d'Alain Guillemol. Bonsoir. Rédacteur en chef adjoint de La Croix. La Croix, l'hebdo. Je t'écris de Gaza. Donc c'est le magazine cette semaine qui sort ce week-end. Merci d'être avec nous. En face de vous, Laure Simoes. Bonsoir Laure, directrice éditoriale de Cartooning for Peace. Patricia Lémonière est avec nous, grand reporter. Bonsoir Patricia. Et puis Marie-Roger Biloa. Bonsoir, présidente, directrice générale de Africa International Media Group. Au sommaire, ce soir, le conflit au Proche-Orient, les forces israéliennes qui se préparent à une offensive sur Rafah, une offensive que nous ne soutenons pas, a déclaré John Kirby, le conseiller à la sécurité nationale américain, et qui fait redouter une catastrophe humanitaire. Anthony Blinken espérait une trêve. De nouvelles négociations se sont engagées au Caire, parrainées par l'Égypte et le Qatar. Emmanuel Macron, de son côté, a rendu hommage cette semaine aux invalides, aux 42 victimes françaises de l'attaque du Hamas en Israël. Au Sénégal, l'Assemblée nationale approuve le report de l'élection présidentielle. L'opposition évoque un coup d'État constitutionnel. Des Sénégalais se mobilisent. Des heurts ont éclaté avec les forces de l'ordre. Le président Macky Sall demande à son gouvernement de prendre des mesures pour pacifier l'espace public. Et puis Volodymyr Zelensky limoge son chef d'état-major, le populaire général Valéry Zaloujny, pour le remplacer par Alexandre Syrski. Le nouveau général appelle au perfectionnement de l'armée pour que l'Ukraine puisse gagner la guerre. Olaf Scholz, de son côté, le chancelier allemand, est à Washington pour exhorter les Américains à continuer d'aider Kiev. Et puis direction les États-Unis, à 9 mois de la présidentielle, Joe Biden affaibli par une enquête évoquant sa mémoire défaillante. Il se défend sur sa santé mentale. Trump, de son côté, fait face à l'ouverture des débats à la Cour suprême qui doit statuer sur son inéligibilité. On fera un point sur cette campagne folle américaine. Avant de discuter de ces titres et de ce sommaire, l'actualité de cette journée, bien sûr, la mort de Robert Badinter à l'âge de 95 ans, ancien ministre de la Justice de François Mitterrand, artisan de l'abolition de la peine de mort, avocat, injuste parmi les justes, selon les mots de Laurent Fabius. Robert Badinter qui s'est investi d'ailleurs jusqu'à la fin pour une abolition universelle de la peine capitale. Il a présidé le Conseil constitutionnel, il a aussi été sénateur. L'ensemble de la classe politique lui a rendu hommage. Emmanuel Macron a salué une figure du siècle, une conscience républicaine, l'esprit français. On écoute un extrait de son discours, ce discours qui a fait date, celui pour l'abolition de la peine de mort. C'était le 17 septembre 1981. Je dis simplement en rappelant la phrase de Jaurès, puisqu'à l'évidence, en vous, sa parole n'est pas éteinte. La peine de mort est contraire à ce que l'humanité, depuis 2000 ans, a pensé de plus haut et rêvé de plus noble. Elle est contraire à la fois à l'esprit du christianisme et à l'esprit de la Révolution. Magnifique discours qui a été suivi par un vote quasi unanime à l'Assemblée pour l'abolition de cette peine de mort, alors que l'opinion française était très hostile à cette abolition. Plantu était déjà là à l'époque, pour Le Monde. Il a dessiné justement cette... Oui, je remercie Plantu de nous avoir permis de montrer ce soir la page du Monde datée du 20-21 septembre 81, où on voit effectivement que l'Assemblée, le titre, l'Assemblée approuve la suppression de la peine de mort par 369 voix. Et vous voyez en bas de cette page, qui est presque un document historique, quand on le revoit aujourd'hui, vous voyez la caricature de Plantu, où on voit aujourd'hui c'est la faucheuse qui l'emporte, mais en 81, d'une certaine façon, c'est lui qui l'avait emporté sur elle. Ça a été le combat, on l'a dit, d'une vie, un homme qui défendait les droits humains. Cartooning for Peace, on ne peut que être ému de sa disparition aujourd'hui. Marie. Oui, ce qui me vient à l'esprit, c'est le fait que ce combat a été quand même assez repris dans le monde entier, même s'il y a encore des pays qui... Plus d'une cinquantaine de pays, encore la peine capitale. Mais beaucoup de pays, même parmi ceux qui n'ont pas aboli, continuent ne l'appliquent pas. Voilà. Et je pense au cas du Sénégal, qui est très dans l'actualité maintenant, et à Macky Sall, qui disait une fois à
à Barack Obama qui venait lui faire des reproches sur la façon dont les homosexuels sont traités en Afrique en général. Et Macky Sall lui a répondu, vous savez, nous, ce sont des évolutions sociétales. Chaque société a son rythme. Nous, on a aboli la peine de mort il y a très très longtemps. Certains pays estiment que ce n'est pas encore le moment pour eux, c'est-à-dire, regardez les États-Unis. Et je sais qu'après, il avait mentionné Badinter. C'était un hommage déjà. Oui, je crois qu'on passe pas mal de temps à critiquer les hommes politiques et je pense que Badinter fait partie des rares qui rassemblent au-delà de leur camp et qui sont appréciés bien au-delà. Enfin, il y en a quelques-uns comme ça. On pense à Simone Veil, on pense aussi à Jacques Delors qui est décédé récemment. Et lui fait partie des hommes de cette trempe-là, c'est-à-dire des gens qui ont une rectitude, qui ont porté un combat toute leur vie et qui peuvent en plus dire qu'ils laissent derrière eux en héritage le fait d'avoir remporté une partie décisive. Qui peut dire que dans sa vie, il a réussi à faire avancer les causes humaines comme le recul de la peine de mort. Donc voilà, c'est vrai qu'on revoit ces images, ce discours, et on ne peut pas s'empêcher d'avoir une certaine émotion en voyant ces images. Bon, l'homme, sa prestance, son côté théâtral aussi dans son élocution. Il avait une certaine classe, il faut le dire. Et puis aussi la profondeur de ses convictions. Donc c'est un grand homme qui est parti aujourd'hui. Oui. Homme de conviction, puis homme d'action, parce que c'est vrai, il a réussi, Patricia Alimonière, à faire abolir cette peine de mort, à dépénaliser l'homosexualité. Puis il y en a eu d'autres également, à supprimer les tribunaux spéciaux. Sur l'homme, tout a été pratiquement dit autour du plateau, mais moi, ce que je retiens en plus, pour rajouter ma petite pierre, c'est que c'est un homme aussi, c'était un homme politique, une bête politique, mais qui a su se retirer. Il le dit d'ailleurs dans le sujet, j'ai l'impression que j'ai fini, maintenant je peux me retirer. Alors il s'est retiré du champ politique sans pour autant se retirer de ce qui lui était le plus cher, c'est-à-dire son combat pour l'humanité et les droits de l'homme qu'il a poursuivi jusqu'à la fin. Donc c'est ce qu'il y a de plus grand, savoir dire non à la politique un jour, la politique qui le tenait quand même au corps, pour continuer son combat, mais dans une dimension plus humanitaire. Le conflit au Proche-Orient, bien sûr, en une cette semaine, avec l'armée israélienne qui bombarde Rafah dans la bande de Gaza, et les forces israéliennes qui se préparent à une offensive sur cette ville du Sud, faisant craindre un désastre humanitaire, une offensive que nous ne soutenons pas. En tout cas, c'est ce qu'a déclaré John Kirby, le conseiller à la sécurité nationale américain. Anthony Blinken, qui était dans la région cette semaine, espérait une trêve. Elle n'a pas eu lieu. En revanche, de nouvelles négociations se sont engagées au Caire, parrainées par l'Égypte et le Qatar. Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, on l'écoute. Nous avons demandé à l'armée israélienne de se préparer à opérer à Rafah et dans les deux camps centraux où se trouvent les derniers bastions du Hamas. Ici aussi, le moment venu, l'armée agira conformément au droit international et permettra à la population de sortir en toute sécurité des zones de combat. Patricia, ils veulent aller au bout. Là. En tout cas, Netanyahou veut aller au bout, jusqu'au bout à Gaza. Et là, son cabinet demande l'évacuation des civils de Rafah. Alors, on va bien voir... C'est à la frontière égyptienne. Oui. Les civils, de toute façon, ne peuvent pas aller au-delà du mur, qui est un mur en béton gardé par les Égyptiens. Et les Égyptiens ne veulent pas accepter ces civils. Le président Macron a récemment dit qu'il était hors de question que l'Égypte ouvre ses portes. Les Américains ont aussi répété. Blinken, quand il était au Caire, a dit « Non, vous n'ouvrirez pas aux portes. On est d'accord avec le président Sisi. » Alors, les Israéliens peuvent effectivement trouver un chemin pour remonter 1 million de personnes. Ma foi, tout est possible. Dans les déplacements de population, tout est possible. Mais ce qui est le plus terrible, c'est cette surdité actuellement israélienne, parce que les pressions américaines sont quand même assez fortes. Et moi, c'était quelque chose que je pensais depuis le début. Benjamin Netanyahou ne va pas s'arrêter, il ne peut pas s'arrêter. On l'a répété sur ce plateau maintes fois, parce qu'effectivement, c'est sa survie d'homme politique qui est en jeu. Donc, ça, une fois dit, la seule chose, c'est qu'il va falloir quand même, s'il va jusqu'à Rafah, et il démolit Rafah comme tous les autres endroits de la bande de Gaza ont été démolis, il va vraiment falloir qu'il trouve quelque chose de substantiel, c'est-à-dire ce qu'il doit trouver, c'est Sinwar ou Deif. Mort ou vivant, mais c'est les deux dirigeants du Hamas qu'il veut apporter un peu comme la preuve qu'il a eu raison de mener cette politique massive de bombardement
Est-ce que l'Égypte est sous pression afin d'ouvrir cette frontière, justement, à Rafah, Alain Guilmol? Oui, l'Égypte est sous pression, mais en même temps, elle ne donne pas de signe de vouloir laisser passer les Palestiniens. Et donc, c'est vrai qu'on arrive là dans une forme de phase terminale de la guerre où la population est bloquée dans le sud. On voit que, effectivement, l'armée israélienne n'a pas réussi à attraper les principaux chefs du Hamas, de l'aile militaire du Hamas, qui apparaît maintenant quand même comme encore très puissante, puisque, semble-t-il, on voit ressurgir dans le nord maintenant déjà une partie de l'administration du Hamas, une partie de la police du Hamas. Et donc, en fait, on voit bien que le but qui était proclamé par l'État israélien, par Benjamin Netanyahou, n'a pas été atteint. En même temps, on sait que maintenant que les tunnels sont beaucoup plus grands que ce qu'on avait pensé, enfin ce qu'on appelle le métro de Gaza, tous ces tunnels qui permettent au Hamas de se cacher, d'échapper à l'armée. Enfin, on nous dit maintenant que ça fait 3 fois l'ampleur du métro de Paris. C'est quand même des chiffres qui sont absolument hallucinants. Enfin, l'ampleur de ces souterrains et on sait maintenant que l'armée israélienne dit elle-même qu'elle ne sera pas en mesure de détruire l'ensemble de ces infrastructures. Et donc c'est vrai que on est un peu dans une guerre sans fin, là, en ce moment, et on n'en voit pas encore le bout. Marie-Roger, Anthony Blinken était donc dans la région cette semaine. Il a terminé d'ailleurs en Israël, après être passé par l'Arabie Saoudite, l'Égypte. Les conditions il y avait en fait une proposition d'accord. On pensait qu'il obtiendrait une trêve. C'est ce que voulait le secrétaire d'État américain. Et finalement, les propositions du Hamas étaient inacceptables pour Israël. En tout cas, c'est ce que disent les Israéliens. Est-ce qu'une trêve va être trouvée aujourd'hui? Il y a de nouvelles négociations donc, qui ont lieu au Caire. Donc, il y a une chance? Eh bien, on l'a dit. C'est clair que Netanyahou ne veut pas arrêter la guerre. Il ne veut pas. Lorsqu'il dit qu'il reste 2 bastions importants à Rafah, il faut absolument qu'on continue, eh bien, on sait bien que l'intelligence américaine, les services secrets américains, cette semaine, ils ont fait une audition à huis clos au Congrès. Ils lui ont dit he's not close to. Il n'est même pas prêt. Israël n'est pas prêt de vaincre le Hamas. Il n'est pas prêt de le supprimer, de l'éliminer. Ils le savent, ça. Et donc, on l'a dit de différentes manières, et Netanyahou le sait aussi. Et aujourd'hui, il y a une priorité. La priorité absolue, c'est pas de toutes ces... C'est le cessez-le-feu et la libération des otages. Tout le reste, il va faire Alors c'est la priorité pour qui, Marie-Roger? Mais je dirais pour les deux côtés quand même. Je dirais c'est la priorité de... Lorsqu'on regarde ce conflit, il faudrait arrêter la guerre, il faudrait arrêter de tuer des civils et il faudrait libérer les otages. Et je dirais qu'en Israël, il y a un consensus pour les otages et pour la communauté internationale, il y a un consensus aussi pour arrêter... On a l'impression quand même que la société israélienne est divisée là-dessus, même si évidemment la question des otages est très forte. Elle est très, très forte quand même. Ouais, la société israélienne, il y a 2 sociétés pratiquement israéliennes, j'ai envie de dire. Il y a celle... On ne sait pas, elle n'est pas majoritaire, qui est en tout cas pour la libération des otages en premier. Et puis, il y a une autre fraction qui est aussi minoritaire, qui est alors là pour disperser les Palestiniens aux 4 coins du monde. Et puis, une grande majorité qui ne veut pas voir ce qui se passe à Gaza, qui ne peut d'ailleurs pas, je pense non plus moralement, le voir, donc qui ne veut pas voir et qui veut simplement qu'on en finisse avec la menace qu'ils pensent peser sur eux du Hamas. Mais ils ne veulent pas voir les conséquences de cette phrase que je viens de prononcer. Ils ne veulent pas voir les morts, ils ne veulent pas voir les enfants qui sont blessés, esquintés à vie. Ils ne veulent pas voir les gens qui ont faim, ils ne veulent pas le voir. Donc, si vous voulez, la société israélienne, elle est multiple, mais avec ces lunettes noires qui mettent sur la situation à Gaza. C'est assez, oui. Je suis assez d'accord. Les dessins. Oui, je vais vous montrer un premier dessin du dessinateur indien Paresh sur justement ces navettes diplomatiques sur Gaza qu'on voit en ce moment et qui s'intensifient pour tenter de faire aboutir donc une trêve au Moyen-Orient. Mais force est de constater que pour l'instant, les efforts diplomatiques ne parviennent pas à arrêter les bombes pour le moment. Un deuxième dessin, Patricia parlait de la surdité du Premier ministre israélien. Un deuxième dessin justement de la dessinatrice française Aden,
Voilà, qui reste, on voit que Netanyahou reste sourd aux appels à la trêve qui proviennent même, voilà, qui commencent même à venir de Washington, et il maintient donc inflexiblement sa position pour une victoire totale contre le Hamas, dont il juge les exigences complètement délirantes quand il s'agissait de travailler aux négociations. Et puis, pour terminer, deux dessins. Un dessin du dessinateur palestinien Khalil. Alors, c'est pas celui-ci, mais on va le voir. Voilà, on le voit tout de suite. Qui nous montre donc effectivement comment, dans un espèce d'oppression, la situation humanitaire catastrophique que vivent maintenant plus d'1 million de déplacés qui sont acculés dans le sud de la bande de Gaza, dans cette ville de Rafah. Voilà, même Washington, on l'a dit, dénonce la riposte excessive de Tsahal sur Rafah. Et puis pour terminer, un dessin très grave du dessinateur israélien Kishka qui reprend donc le slogan des familles d'otages israéliens qui se mobilisent quand même depuis plusieurs semaines à Tel Aviv, qui sont de plus en plus inquiets au fur et à mesure que le temps passe. Bring them home now. Je ne sais pas si on le voit bien, mais on voit des parapluies sous la pluie. Qu'il pleuve ou qu'il vente, ils sont là à réclamer le retour de leur Avec cet hommage cette semaine du président Emmanuel Macron aux Invalides, aux 42 victimes françaises de l'attaque du Hamas en Israël. Au Sénégal, bien sûr, le Sénégal était au cœur de l'actualité cette semaine. L'Assemblée nationale a approuvé le report de l'élection présidentielle. L'opposition a évoqué un coup d'État constitutionnel. Des Sénégalais se sont mobilisés aujourd'hui. Il y a eu des heurts avec les forces de l'ordre. Macky Sall demande à son gouvernement de prendre des mesures pour pacifier l'espace public. On va écouter d'abord des réactions de l'opposition à l'Assemblée. Ils ont dû développer un lexique de vocabulaire pour nous parler de dérogation, pour nous parler de suspension ou d'annulation. Il ne s'agit rien d'autre que d'un prolongement du mandat du président de la République au-delà du terme qui est prévu par la Constitution. Il a prêté serment d'être le serviteur absolu de la nation. Mais vous avez constaté avec nous qu'il vient lui-même d'organiser un coup d'État constitutionnel. Le 2 avril, quel que soit ce qu'ils ont décidé, puisque l'article 103 de la Constitution dit que la durée du mandat du président ne peut faire l'objet de modifications. Le 2 avril, comme Macky Sall lui-même l'avait dit à plusieurs reprises, son mandat prend fin. Marie-Roger Biloa, vous parliez de Macky Sall. Est-ce que la démocratie sénégalaise est fragilisée dans toute cette séquence ? Je dirais que la démocratie sénégalaise a toujours été un combat. Parce qu'on la présente comme idyllique. C'est l'exemple, le Sénégal. Voilà, c'est un exemple parce qu'il y a une société civile forte, une population, des citoyens très politisés, qui montent au créneau et qui ne laissent pas passer des forfaitures ou tout ce qui leur déplaît. Mais ça a toujours été assez laborieux. J'étais en train de regarder. Donc là, ce n'est pas un tournant, selon vous ? Un tournant. Pas autre chose. Je dirais que c'est un tournant qui concerne toute l'Afrique. Il y a quelque chose là de l'ordre d'un tournant historique, de quelque chose qui va naître. Mais la fin d'un vieux monde. Mais en même temps, il y a un rapport de force qui est en train de s'établir. Et on va voir si... Il se déplace sur différents fronts. Il est sur le front des citoyens, des syndicats, même religieux, puisqu'on mobilise les imams. Et donc, on va voir ce que ça va donner, parce qu'on attend beaucoup du Conseil constitutionnel, enfin des instances judiciaires, et on va voir ce que ça va donner. Mais a priori, il y a de nouvelles élections en décembre, Alain Guilmol, c'est ce qui a été prévu. Donc, c'est ce que souhaite... oui, c'est ça. Ce que souhaite Macky Sall. Il a eu la majorité, puisqu'il s'est associé. Le Parlement. Le Parlement l'a voté avec les partisans de Karim Wade, qui lui-même était un candidat qui avait été retoqué, donc c'est comme ça que ça a démarré. Et on voit tout de même ces opposants qui, eux, parlent de coup d'État constitutionnel. Et il y en a un certain nombre dans la rue aujourd'hui. Oui, alors on a vu c'est quand même une espèce de dérèglement de la démocratie sénégalaise, effectivement, même si je suis d'accord pour dire que c'est pas forcément un tournant, c'est un palier vers le bas, quoi. C'est-à-dire une dégradation. Voilà, on a des élections qui sont maintenant reprogrammées pour dans 10 mois, enfin retardées de 10 mois.
Effectivement, bon, on a l'impression qu'on n'est pas encore tout à fait au pic de la crise parce qu'il y a eu des appels à manifester, mais les manifestations n'ont pas encore une ampleur énorme. Enfin, d'après notre correspondante qui est sur place, qui nous dit que bon, même s'il y a eu des heurts aujourd'hui, et bon, on attend de savoir qu'est-ce qui s'est passé, comment ça se termine, mais on n'est pas encore sans doute au pic de la crise puisqu'il y a encore des recours devant le Conseil constitutionnel et les forces, les responsables religieux ont appelé également à manifester, à dire le désaccord. Donc on va voir quelle va être l'ampleur des manifestations qui risquent de monter dans les prochaines semaines. Et Patricia ? Oui, alors l'ampleur, on va la voir, mais je crois que dans cette crise, il y a deux choses qui se passent. Je crois que, comme vous l'avez dit, il y a un mouvement effectivement de fond qui se produit mondialement, hein, qui est pratiquement la sacralisation des hommes forts et des hommes puissants politiquement, etc. Donc là, ça serait Ousmane Sonko et son parti, le PASTEF. Oui, alors là, c'est dans le cas du Sénégal. Il y a deux choses. Soit on regarde la situation aujourd'hui et on se dit pourquoi il y a eu ça. Eh bien, pourquoi il y a eu ça ? Parce que effectivement, Ousmane Sonko, qui est en prison, d'après toutes les informations et les sondages, risquait de l'emporter dans le cas des élections, puisque le Premier ministre, qui était le candidat du parti au pouvoir, ne semblait pas devoir l'emporter. Mais au-delà de cette pure factualité de la situation, il y a deux choses qui se passent. Moi, je pense que le Sénégal nous fait montre quand même de son énorme capacité à la démocratie et au débat. Et c'est de la, vous voyez le verre à moitié plein. C'est la richesse de l'Afrique. Oui. Et puis, il y a le risque de dérive encore dans un autre pays africain avec... Souvenez-vous, quand Macky Sall, j'en finirai par là, a pris sa décision en juillet de ne pas se présenter un troisième mandat, il a dit « J'ai pris cette décision, en gros, parce que je pense que le pays n'est pas en danger. » Donc, s'il estime que le pays est en danger, que va-t-il faire ? Est-ce que c'est son opposition à Ousmane Sonko, finalement, qui est au cœur peut-être d'un coup politique, vous pourriez dire, de ça, de c'était un facteur important. Oui. Ça, c'est important. L'idée en deux mots, que Marie-Roger Bilois, qu'est-ce qu'il représente, Ousmane Sonko ? On explique. Alors, on parlait là d'homme fort, des valeurs traditionnelles. C'est un candidat de rupture par rapport à tout ce qu'il y a eu, rupture avec la France, ce qu'on appelle la France-Afrique. C'est le candidat des jeunes qui espérait que ça allait être un homme providentiel. Mais ça, on est toujours déçus généralement. Mais c'est la force qu'il avait. Et son côté absolument radical, ça plaît aux jeunes. C'est le côté radical des populistes. Et voilà, et donc ça fait que, puisqu'il y a un rejet du pouvoir, son candidat, puisque lui il est en prison, mais celui qui a le droit de se représenter, montait très très fort dans les sondages. Donc ça, on suppose que ça fait partie des facteurs qui ont quand même poussé le président à reporter les élections. Ça fait partie sans doute de ça. Les dessinateurs. Oui, alors un premier dessin du grand dessinateur algérien Dilem qui trouve toujours la bonne image qui fait mouche. On va le voir à l'écran. Voilà, derrière le rideau de l'isoloir, le gouffre de l'inconnu, pour ne pas dire la descente aux enfers que provoque quand même le report des élections, puisque la crise est bien là. Un deuxième dessin du dessinateur brésilien Amorim qui a choisi la drôlerie pour représenter un Macky Sall qui certes a renoncé à un troisième mandat, mais qui sait comment le faire durer, faire durer son mandat en cours. Voilà, il suffit de faire reculer la ligne d'arrivée en même temps que la course se fait. C'est assez bien vu et judicieux. Et puis pour terminer, un dessin du dessinateur sénégalais Odia. L'opposition, on l'a dit, dénonce un coup d'État institutionnel et dénonce aussi la dérive autoritaire du président, à l'instar d'autres figures bien reconnaissables sur ce dessin, sur ce banc. Il y a un petit jeu de mots au passage de la communauté internationale. Bienvenue au club, dit Poutine à Macky Sall, assis entre Kim Jong-un et puis voilà, Bachar. Un dessinateur qui ne voit pas le verre à moitié plein. Là, lui, par contre, il ne le voit pas à moitié plein, plutôt à moitié vide. Et on espérait effectivement que le Sénégal échapperait à ce club-là. On va voir comment la situation va évoluer. La guerre en Ukraine avec Volodymyr Zelensky qui limoge son chef d'état-major, le populaire général Valéry Zaloujny, pour le remplacer par Alexandre Syrsky. Le président ukrainien lui propose néanmoins de rester dans son équipe. On va écouter Volodymyr Zelensky. J'ai nommé le colonel général Syrsky commandant en chef des forces armées de l'Ukraine.
Nous avons eu une discussion franche sur ce qui doit être changé dans l'armée, des changements urgents. J'ai proposé au général Zaloujny de continuer à faire partie de l'équipe. Je lui serai reconnaissant d'y consentir. Alors Alain, on l'attendait depuis un moment, ce limogeage. Finalement, c'était un désaccord sur la stratégie militaire entre Zelensky et Zaloujny ou une rivalité entre les deux hommes. Il y avait aussi ce qu'on sait, c'est qu'il y avait effectivement une rivalité personnelle et notamment Zelensky, le président, avait pris un petit peu ombrage du fait de la popularité montante de Zaloujny. Zaloujny qui est extrêmement populaire. Et donc c'est vrai qu'il prend un risque en le limogeant maintenant. Mais en même temps, je pense que ce qu'il faut dire, c'est que ce n'est pas un tournant dans la stratégie. Parce que d'abord, Zaloujny reste à bord. Le changement s'est fait, on peut dire, dans l'ordre. Enfin, ça n'a pas été... les portes n'ont pas claqué, etc. Les deux, le chef d'état-major et le président, ont communiqué à l'unisson. Enfin, voilà, on a vu des images où ils se serraient la main, etc. Et puis ensuite, il n'y a pas non plus de changement stratégique. Il y a un besoin de donner un nouveau souffle à l'armée ukrainienne. Il y a un besoin de marquer un nouvel élan, de tracer de nouvelles perspectives. Mais en même temps, la guerre continue de la même manière. Et malheureusement, on peut avoir quelquefois, vu d'ici, l'impression que le front est gelé. Et effectivement, les lignes de front ne bougent pas beaucoup. Mais en même temps, la guerre continue avec une grande intensité. Et en particulier, elle se déplace en mer Noire, puisque l'armée ukrainienne frappe les navires russes et réussit quelquefois à les repousser, a eu un certain nombre de succès dans ce domaine-là, et puis frappe avec les drones aussi les raffineries russes. Il y a une espèce de nouvelle guerre des raffineries qui se déclenche en ce moment, où l'Ukraine réussit à détruire des raffineries pétrolières et donc veut affaiblir l'économie russe, et donc la guerre continue et s'amplifie. Alexandre Sirski, donc son remplaçant, Patricia, c'est un vieux de la vieille, si je puis dire. Oui, c'est vraiment le chef d'état-major de l'armée de terre, pratiquement. C'est ça. Donc, est-ce qu'effectivement, il y a tout de même un changement de stratégie? Il lui demande, Zelensky, je cite, un plan d'action réaliste pour 2024. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a d'abord eu les prises de position de l'ancien chef d'état-major avec l'économiste, après avec CNN, etc., qui ont effectivement déplu, mais... Au-delà du fait de déplaire au président, je crois qu'il y avait une approche un peu différente quand même entre les deux hommes sur le plan en particulier de la mobilisation. L'un voulait la faire urgemment, très rapidement, l'autre un peu plus lentement et un peu moins concernante. Parce que cette mobilisation, s'il faut envoyer 500 000 hommes, mobiliser 500 000 hommes rapidement, ça ne va pas être évident à faire accepter à toute la jeunesse dorée qui traîne dans les rues de Kiev et qui n'a aucune envie d'aller au front. Problème d'aujourd'hui. C'est le problème d'aujourd'hui et le problème de l'armée. Et puis ramener aussi c'est d'avoir ces hommes-là sur le front parce qu'il faut des hommes. Et puis il va falloir faire rentrer certains. Et je peux vous dire, quand vous avez vécu 2 ans au front, le syndrome post-traumatique, il va falloir aussi le gérer. Donc il y a ça. Et puis il y a la gestion de l'armement. Je crois que les deux, le chef d'État et son ancien chef d'état-major n'avaient pas la même approche dans les demandes à faire à l'Occident aussi. Donc il y avait ce différent entre les deux. Donc là, au moins, il aura quelqu'un qui va marcher, le président ukrainien va avoir quelqu'un qui va marcher avec lui dans la stratégie qu'il veut mettre en place. Et il espère par là même, au moment où il y a des batailles qui risquent d'être perdues, comme à Avdiivka, parce que là, les troupes sont enfoncées, que nos obus n'arrivent toujours pas, nous, Européens, que l'Allemand, on a bien vu, le chancelier allemand qui n'arrête pas d'exhorter l'Europe de livrer des armes, qui est aux États-Unis, pour essayer peut-être d'exhorter les États-Unis à faire ce que l'on a fait. Il y a vu les sénateurs américains hier. Mais en tout cas, pour demander le plan d'aide. Là, si vous voulez, l'Ukraine a besoin de se remettre en ordre de marche, parce que ça ne va pas aussi bien que ce qu'on a envie de le faire croire chez nous avec les frappes qui réussissent. Absolument. Il faut un nouveau souffle. Un nouveau souffle, Marie-Roger Bilot. C'est vraiment sur ça que je rebondis, parce que on a l'impression qu'il y a une espèce de pensée magique en Occident. On s'est dit l'Ukraine avance, ils vont vaincre les Russes. On a affaibli la Russie par les sanctions. Et là, ces jours-ci, on voit que l'économie russe est en pleine croissance. L'économie de guerre, en fait. Voilà, elle n'a pas été cassée comme on le pensait, que beaucoup j'allais dire, dans le camp occidental, contournent les sanctions, que la moitié de la planète ne soutient, plus de la moitié de la planète ne soutient pas le monde occidental dans sa guerre contre la Russie,
Et que maintenant, moi, j'ai l'histoire de Tucker Carlson qui va interviewer Poutine. J'y ai vu encore une ouverture de Poutine sur le monde américain. Donc ça veut dire... Ancien présentateur de Fox News. Fox News qui a 11 millions de followers, c'est-à-dire sur le réseau social. Et donc, c'est un coup très fort. C'est-à-dire, si même l'Amérique, qui était l'ennemi traditionnel juré de la Russie, s'ouvre à la Russie, on lui trouve des avantages ou des qualités. Alors, à Poutine, c'est l'Amérique. Ah non, mais quand même, il touche beaucoup de gens dans le camp trumpiste. Oui, il avait été viré de Fox News. Peu importe. Et aujourd'hui, on n'est même pas sûr. L'Ukraine est en très mauvaise posture à tous les niveaux. On ne sait pas si les Américains vont voter le budget d'aide, les millions, les milliards qui leur étaient promis. On sait que les Européens font de leur mieux, mais ils n'y arrivent pas. Et que si l'Américain... Les Européens ont voté quand même. Eux, ils ont... Non, ils font de leur mieux, ils ont voté, ils avancent. Mais enfin, est-ce que le seul soutien européen va permettre à l'Ukraine de gagner contre la Russie? Bon, voilà. Donc, c'est une situation absolument abominable, très, très difficile. Donc là, quand on entre dans les détails, voilà, tout c'est bien beau, mais the large picture, enfin, l'ensemble, l'image générale, c'est quand même... plutôt inquiétant. Très inquiétant, et que l'Ukraine est sans doute en train de perdre la guerre, tout simplement. Les dessinateurs. Oui, un premier dessin du dessinateur cubain qui est réfugié en France, Vimar, sur ce général Zaloujny, remercié, bon, on l'a dit, malgré sa personnalité très très appréciée. Je trouve que ce dessin il est intéressant parce que j'ai lu un article chez vos confrères du Monde qui expliquait qu'il était c'était une figure modeste et qu'il la ramenait pas, et là le dessinateur a pris le soin de finalement mettre les médailles militaires sur son ombre et pas sur le personnage lui-même. C'est le petit détail intéressant de ce dessin. Et puis un deuxième dessin du dessinateur américain Cal, parce que donc on le sait, le rejet de l'aide à l'Ukraine par les sénateurs républicains déçoit et met en colère les alliés européens. On voit Oncle Sam qui dit je veux vous donner un coup de main, mais il veut vous donner un coup de doigt. Effectivement, les Ukrainiens essaient de batailler contre l'ours, le fameux ours russe, et pour l'instant, l'aide américaine se fait attendre. Et puis pour terminer, quand même un dessin du dessinateur ukrainien. Pardon, on ne le voit pas. Oui, Dubovski, excusez-moi, parce que ça fait quand même bientôt 2 ans qu'il pleut des bombes sur l'Ukraine. Ouais. Et on voit ici que les Ukrainiens s'y habitueraient presque à force. Est-ce qu'on peut s'habituer à la guerre? Ça reste la question. Direction aux États-Unis avec, à 9 mois de la présidentielle, Joe Biden affaibli par une enquête qui évoque sa mémoire défaillante. Il s'est défendu, le président américain, sur sa santé mentale la nuit dernière. On va l'écouter, Joe Biden. Je n'ai pas de problème de mémoire. Regardez ce que j'ai fait depuis que je suis devenu président. Aucun d'entre vous ne pensait que je pourrais faire passer toutes les choses que j'ai fait adopter. Comment est-ce possible? Je suppose que j'ai oublié ce qui s'est passé. Comme vous le savez, initialement, le président du Mexique, Al-Sisi, ne voulait pas ouvrir la frontière avec Gaza pour laisser entrer l'aide humanitaire. Patricia, alors évidemment, il se défend d'avoir une bonne mémoire et derrière, il refait une gaffe. Évidemment, tout le monde en parle aux États-Unis. Il y a ce problème d'âge et c'est au cœur de la campagne. Donald Trump a fait aussi une ou deux gaffes, mais Joe Biden, il va résister à la campagne jusqu'au bout. Ce rapport est terrible pour le président américain, puisqu'il est quand même dit qu'il a des pertes de mémoire et pratiquement qu'il est sénile. Donc, je trouve qu'à l'heure où Donald Trump, effectivement, incarne et est complètement dans le siècle, on aime ou pas Donald Trump, mais on a un président, Joe Biden, qui incarne la raison, qui est tranquille, très tranquille même, et qui fait ses dossiers avec... un peu à la méthode ancienne, et puis on a en face de lui un hurluburlu sorti directement du XXIe siècle qui joue sur tout ce qu'on aime aujourd'hui, c'est-à-dire les fake news, les tweets, les paroles violentes, etc., la conspiration, qui est complètement dans notre époque. Et on a un Donald Trump qui est aussi âgé, mais qui est complètement ancré dans le XXe siècle, face à un vieux monsieur. Et pour nous, Européens, on se dit, ça nous étonne, mais comment ça se fait? Personne ne lui
dit qu'il pourrait laisser sa place à quelqu'un. Le problème, c'est que les démocrates se sont entendus il y a plus d'1 an pour dire on soutient la candidature de Joe Biden. Ils ne peuvent pas revenir là-dessus. Ils ne peuvent pas lui dire va-t'en. Parce qu'il représente le centre aussi. Et le centre peut faire gagner les démocrates. C'est un peu ça le calcul politique, Alain Guilmol. Et on apprend à l'instant que Kamala Harris dénonce les motivations politiques du magistrat qui a justement commenté l'âge de Biden et sorti ce rapport. Ouais. Alain Guilmol. Non, ce que je trouve intéressant en même temps, c'est que l'argument qu'a employé Joe Biden pour répondre, c'est de dire, bon, personne n'aurait cru que je pouvais faire passer toutes ces réformes pendant mon mandat, pendant que j'étais au pouvoir. Et effectivement, enfin, l'argument qu'emploient les démocrates pour dire qu'il faut maintenir la candidature de Joe Biden, c'est de dire qu'il a toujours été sous-estimé et que c'est toujours pour ça qu'il a gagné, qu'il a fini par gagner les élections. Et effectivement, bon, il a gagné les midterms l'an dernier, et c'est l'argument qui lui permet de dire bon, voilà, je suis le mieux placé, j'ai battu Donald Trump une première fois il y a 3 ans, je le battrai encore lors de la prochaine présidentielle. Marie-Roger. Moi, je voulais parler de Kamala Harris et cette histoire, la dénonciation de la politisation du rapport. C'est vrai que c'est un rapport qui fait presque 400 pages où il dit finalement qu'il n'a rien fait de mal, que voilà, c'était une négligence. Mais au départ, on parlait des documents classifiés qu'on avait retrouvés. Un certain nombre qu'on a retrouvés dans son bureau et qui n'auraient pas dû être là. Bon, il a tout rendu. On s'est rendu compte que il n'a pas fait exprès. Bon. Mais sur un rapport de près de 400 pages, on dit presque à chaque page, oui, mais il est sénile, oui, mais il a des problèmes de mémoire. Bon, c'est vrai, il n'y aura pas de poursuite contre lui, mais quand même, il est quand même gringlin. Mais enfin, on se dit, pourquoi il fait ça? Pourquoi il n'a pas dit en 12 pages, 15 pages? Bon, voilà, finalement, c'est un non-lu, il n'y a pas grand-chose. Donc il a passé son rapport, absolument. Non, mais attends, il faut voir ce rapport. C'est presque à toutes les pages, on parle de sa mémoire, de ses facultés cognitives, de ceci, mais de quoi il parle, ce monsieur? Enfin, c'est quand même assez étonnant. Moi, il faudrait regarder si c'est pas un gars de Trump qui a fait ce rapport. C'est pas très proche de Trump. C'est ce que dit Kamala Harris. Alors quand disent les dessinateurs, il s'appelle pas un démocrate. C'est pas un démocrate. Les dessinateurs. Ah ben, je vais vous proposer ce dessin très croustillant de truand qui se passe complètement de commentaires. Taylor Swift s'invite dans la campagne, comme vous savez. Je remercie Michael Jackson pour son soutien. C'est affreux. Voilà, je sais même de sources. Les gaffes de Trump, il en fait autant. Hein. Il a confondu d'ailleurs Nikki Haley et l'ancienne présidente et Nancy Pelosi. Exactement. Ça, c'était une gaffe de Donald Trump. Il en fait moins. Que les gaffes de Biden ne nous fassent pas oublier quand même le truculent Trump qu'il y a en face, parce qu'on est quand même dans une séquence judiciaire qui est complètement folle. C'est du tricotage très compliqué. Donc je vous propose ce dessin du grand dessinateur Molina du Nicaragua, où on voit ce couple devant sa télé. La justice dit qu'il n'y a pas d'immunité pour Trump dans l'affaire du 6 janvier. Et le mari qui répond « Espérons qu'il n'y ait pas d'impunité non plus ». C'est quand même la campagne la plus fantasque. C'est encore plus fantasque que n'importe quelle série américaine quand même. Quand on prend du recul, parfois on croit rêver en voyant cette campagne. Et puis pour terminer, le dessin de Dilemme, dessinateur donc algérien, comme on sait, décidément en pleine forme. Trump mobilise ses troupes. Votre prochaine mission, c'est pas le Capitole, c'est la Maison-Blanche, parce que le pire, malgré tous ces malgrés, effectivement, c'est qu'il reste favori et qu'il est tout le temps soutenu par sa base MAGA, dont vous voyez... Il y a encore beaucoup de mois. On verra. Et là, en tout cas, le dessinateur le transforme en dictateur, là, quand même, avec ses troupes. Oui, puis vous aurez reconnu les personnages au premier plan célèbres les Vikings de MAGA. Oui, ça, les MAGA. Allez, la Coupe d'Afrique des Nations. La finale, c'est demain en Côte d'Ivoire et c'est Côte d'Ivoire contre Nigeria. Alors, le Nigeria était favori et Ziad Limam. C'est dimanche, pardon, la finale. C'est pas demain. Nous sommes que vendredi, donc ça sera dimanche. Ziad Limam est avec nous en direct d'Abidjan, qui va avoir la chance de voir le match en direct à Abidjan, directeur du mensuel Afrique Magazine. Ziad, bon, c'est quand même une belle affiche, on peut le dire, pour le pays hôte. C'est une très belle affiche qui vient
qui vient d'une certaine manière mettre en valeur tous les efforts qui ont été menés en Côte d'Ivoire pour organiser cette CAN. Donc je pense qu'il y a un double sentiment ce soir à Abidjan. Il y a d'abord le fait que le pays s'est montré à la hauteur de l'organisation. C'est une CAN très très hospitalière. Il y a beaucoup d'ambiance à Abidjan. Il y a beaucoup d'ambiance dans les villes où la compétition s'est jouée. Et puis il y a eu le miracle sportif. Allô ? Allez-y, on vous entend, Ziad. Très bien. Allô ? Oui. Et donc, il y a eu le miracle sportif de l'équipe aussi. Puisqu'il y a 3 semaines, en fait, la campagne des éléphants allait être mise à s'arrêter brutalement. Et finalement, ils sont en finale avec tout l'espoir d'un pays derrière de gagner. Parce que vous savez, c'est la loi, comme disent les Anglais, de rising expectation. On est survivant et puis on gagne les 8e et puis on gagne les quarts et puis on gagne les demi. Donc maintenant, effectivement, toute la Côte d'Ivoire attend le 3e titre de champion d'Afrique des éléphants. Donc c'est une ambiance assez électrique et en même temps en suspens. On attend ce match avec impatience et une touche d'inquiétude quand même aussi. Touche d'inquiétude parce qu'il faut le rappeler, Marie-Roger, le Nigeria, c'est quand même le favori, a priori. Enfin, il n'y a pas de favori dans cette coupe. Alors vraiment, ce qu'on a vu, c'est que tous les favoris ont été laminés. Il n'y a plus personne. Il n'y a plus le Maroc, il n'y a plus... le Cameroun était favori que sur le papier. Enfin, il y avait tous ces gens-là. Et on voit... je crois que personne ne pouvait prédire un peu cette finale. Je ne crois pas. J'ai vu plusieurs pronostics, mais ce n'était pas du tout ça. C'est pour ça que c'est passionnant. Parce que c'est totalement inattendu. C'est un jeu bien ouvert. C'est ouvert. Les dessins, rapidement, je fais réagir très vite. Oui, non. Ziad, on regarde les dessins et après peut-être une réaction. Mais on n'a plus beaucoup de temps. Ouais. Non, mais il n'y en a qu'un, un dessin. Il n'y a qu'un dessin. Oui, alors on va déjà regarder le dessin. Un dessin de Mehdi, de dessinateur tanzanien, où on voit effectivement que le Nigeria et la Côte d'Ivoire vont se disputer cette coupe. Rendez-vous dimanche. Ziad. Non, juste une phrase sur le débat qu'il y a toujours sur est-ce que l'Afrique doit organiser ce genre d'événement. Je pense que cette CAN a montré que l'Afrique peut et doit organiser ce genre d'événement. Il y a une espèce de projection quand même de soft power qui traverse un peu le monde entier. Tout le monde regarde ce moment avec attention et du coup redécouvre une Afrique différente qui n'est pas toujours celle qui est décrite dans les médias, qui est une Afrique compétitive, sportive, qui a de l'allant, il se passe quelque chose. Et donc voilà, je voulais rajouter cette petite touche avant la fin de l'émission. Soft power de l'Afrique, Patricia ? Oui, et surtout, pas d'incident, enfin, je veux dire, majeur, enfin, en tout cas. C'était pas le cas au Cameroun il y a 4 ans. Voilà, pas d'incident majeur. Nous, en France, c'est à la fois beaucoup plus turbulent, en fait, j'ai envie de dire, et donc c'est presque une leçon que nous donne l'Afrique. Alain Guillemol, on rêve de voir la Côte d'Ivoire l'emporter. On se dit que ça serait magnifique et que ça serait un très beau moment. On voit le sourire de Ziad, qui fait plaisir à voir. On voit qu'il est très heureux d'être Côte d'Ivoire sur ce plateau cette semaine. Et donc, je lui souhaite un bon match et une victoire qui se termine par une très belle fête. Vive la Côte d'Ivoire, vive la Côte d'Ivoire. Et une petite pensée quand même pour le match de demain, le match des 3e, qui est quand même un match important. Et en particulier pour l'équipe du Congo, de la République démocratique du Congo, qui a fait un parcours assez exceptionnel. Ils étaient un peu tristes. Et donc voilà, c'était le rappel. Merci Ziad Limam, donc en direct d'Abidjan, Côte d'Ivoire. Merci Patricia Lémonière, Alain Guillemol, Laure Simoes, Marie-Roger Biloa. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur France 24. Vous retrouvez l'émission sur les réseaux sociaux, également en podcast.